Supposition. Quoiqu'entièrement consumé par le brasier de son idée, Achab avait toujours présente à l'esprit la capture finale de Moby Dick. Il semble prêt à sacrifier tous les intérêts humains à cette unique passion. Il se peut néanmoins que, de par sa nature, et à cause de la longue habitude qu'il avait des choses de la chasse à la baleine, il n'avait pas tout à fait abandonné le but initial du voyage du Pécode. Ou, si ce n'était pas le cas, il ne manquait pas du moins d'autres mobiles l'influençant. Ce serait trop raffiné peut-être, même en prenant sa manie en considération, de suggérer que sa rancune envers la baleine blanche ait pu, peu ou prou, rejaillir sur tous les cachalots, et que plus il tuait de ces monstres, plus il multipliait les chances pour que la prochaine rencontre soit celle de la baleine tant haïe. Mais si une telle hypothèse est inacceptable, il y en a d'autres qui, sans être aussi proches de sa folie, n'étaient pas moins capables de le faire agir. Pour atteindre son but, il fallait qu'Achab se serve d'outils. Et de tous les outils en usage pour cela, sous le soleil, les hommes sont les outils qui sont les plus aptes à se détériorer. Il savait par exemple que, malgré son ascendant magnétique sur Starbuck, il n'atteignait pas l'homme spirituel tout entier. Pas plus qu'une supériorité physique n'implique la conquête spirituelle. Le corps de Starbuck et sa volonté dominée n'appartenaient à Achab que si Achab les tenait constamment sous son magnétisme. Il savait que malgré ça, son second, dans le fond de son âme, avait sa poursuite en horreur et que, s'il pouvait, il l'éviterait et même l'empêcherait. Il était possible que beaucoup de temps passât avant que la baleine blanche soit aperçue. Pendant ce long intervalle, Starbuck était toujours susceptible de se révolter ouvertement contre les ordres de son capitaine, à moins d'être influencé prudemment, sans arrêt et avec circonspection. Mais la plus grande ruse de la folie d'Achab, c'est qu'il avait prévu que, pour le moment, la chasse devait prendre son caractère d'étrange impiété, et que, momentanément, l'horreur du voyage devait reculer dans l'ombre de l'arrière-plan. Car le courage de peu d'hommes résiste à la réflexion prolongée, si celle-ci n'est pas détendue par l'action. Il savait qu'au long de leur long quart de nuit, ces officiers et ces hommes devaient avoir quelque chose de plus quotidien que Moby Dick comme motif de méditation. Malgré l'impétuosité et l'ardeur avec lesquelles l'équipage féroce avait accueilli l'annonce de sa poursuite, il savait que tous les marins sont capricieux et plus ou moins sûrs. Ils vivent dans les caprices du temps variable. Et que, même attachés avec passion à la poursuite d'un but, si ce but est lointain, il est nécessaire que des intérêts et des occupations provisoires interviennent et les tiennent en suspens jusqu'au bond final. Achab ne négligeait pas non plus cette autre chose. Dans les moments de forte émotion, l'homme méprise toute basse considération, mais de tels moments sont passagers. La constitution permanente de l'homme, pensait Achab, c'est l'intérêt sordide. Il est certain que la baleine blanche excite en plein les cœurs de mon équipage sauvage, et que, chatouillant leur sauvagerie, elle fait même germer en eux un certain sentiment chevaleresque. Néanmoins, tandis qu'ils chassent Moby Dick pour le plaisir, il leur faut aussi nourrir leurs appétits quotidiens qui, eux, sont plus communs. Les intrépides et chevaleresques croisés de jadis, eux-mêmes, ne se contentaient pas de traverser 2000 milles de terrain afin de combattre pour le Saint-Sépulcre. En cours de route, ils volaient, puisaient dans les poches des autres et gagnaient pas mal à diverses pieuses perquisitions de ce genre. Maintenus strictement dans leur but final, un grand nombre d'entre eux se seraient détournés avec dégoût de ce but romanesque. « Je n'enlèverai pas à ces hommes, pensait Achab, tout espoir de gagner de l'argent. Oui, de l'argent. Il est possible qu'ils puissent faire fi de l'argent à présent, mais que quelques mois passent sans qu'ils aient la perspective d'en pouvoir gagner, et ils se mutineront et me casseront au gage, moi, Achab. » Un autre mobile de précaution, intéressant plus directement sa personne, ne le quittait pas non plus. Il avait impulsivement, sans doute, et peut-être un peu prématurément, révélé le but principal et privé du voyage du Pécode. Maintenant, il était entièrement conscient que, ce faisant, il s'était exposé à l'inculpation sans réplique d'usurpateur. Avec une impunité complète et légale, son équipage, si cela lui chantait,
pouvait refuser de continuer à obéir, et même lui arracher par violence le commandement du vaisseau. De cette inculpation, même à peine suggérée, Achab était bien entendu très soucieux de se protéger. Il ne pouvait le faire qu'avec son cerveau dominateur et par une attention de chaque minute de l'influence atmosphérique à laquelle l'équipage pouvait être sensible. Pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, qui demanderaient trop d'analyse pour être verbalement exposées ici, Achab vit clairement qu'il lui fallait paraître être fidèle au but naturel du voyage du Pécode. Observer les usages ordinaires et aussi s'efforcer de montrer un intérêt passionné pour toutes les poursuites qui faisaient partie de sa profession. En tout cas, sa voix se faisait entendre désormais, élant les 3 vigies des mâts, leur ordonnant la vigilance et de ne point omettre de tout signaler, fût-ce un marsouin. Cette vigilance fut bientôt récompensée. Le tresseur de nattes. C'était un après-midi orageux et lourd. Les matelots flânaient paresseusement sur le pont ou regardaient fixement les eaux plombées. Kikag et moi étions occupés à tresser ce qu'on appelle une natte d'épée, pour faire une amarre supplémentaire à notre embarcation. Toute cette scène si calme et pleine d'engourdissements paraissait pourtant n'être que le prélude d'autre chose. L'air était si enchanté que chaque marin silencieux semblait être devenu une âme invisible. Dans cette besogne de la confession de la natte, j'étais l'aide, ou, si vous voulez, le page de Kikag. Je passais et repassais la trame d'épissures entre les longs fils de chêne, me servant de mes propres mains comme navette, tandis qu'à mes côtés, Kikag glissait de temps en temps sa lourde épée en bois de chêne, piquant droit chaque fil, sans avoir l'air d'y penser et regardant indolemment la mer. Cet étrange état de rêverie que je viens de dire, qui régnait sur le bateau et sur la mer, était rompu seulement par le bruit interminable et sourd de l'épée, et il me semblait que c'était là le bruit même du métier du temps, et que moi, j'étais la navette que les parcs passaient et repassaient automatiquement. Les fils tendus et fixes de la chaîne n'étaient sujets qu'à une seule vibration, et celle-ci, toujours la même, revenant sans changer, suffisait à permettre l'entrelacement des fils de la trame avec les siens propres. Cette chaîne semblait être la nécessité elle-même. Et voici, pensais-je, qu'avec mes propres mains je manie ma propre navette, qui trame mon propre destin dans ses fils imputrescibles. Cependant, l'épée impulsive et indifférente de Kikag, tombant parfois faiblement ou avec force, de face ou de biais sur la natte, modifiait l'aspect final de l'ouvrage. Cette épée agile et indifférente devait représenter le hasard. Ainsi donc, le hasard, le libre arbitre et la nécessité, tout cela, travaillé ensemble, s'entremêlait. La chaîne droite de la nécessité ne pouvant être détournée de son cours, pourtant chaque vibration y tendait, la libre volonté de passer la navette entre certains fils. Et enfin le hasard, qui bien que confiné dans les lignes strictes de la nécessité, et bien que dirigé par le libre arbitre, finissait par donner son aspect définitif à la chose. Mêlant et remêlant la trame du tissage, je tressaillis soudain à un son si étrange, si prolongé, si sauvagement et surnaturellement musical, que la pelote du libre arbitre me tomba des mains et que je me mis à regarder les nuages, d'où cette voix tombait comme une aile. Au perché, sur les traverses de Hune, se tenait Tashtego, le fou de Ge'id. Son corps se penchait en avant impétueusement, sa main se tendait comme une baguette, et à intervalles brusques et rapides, il reprenait ses cris. Certainement, le même son devait à ce moment même être perçu à travers toute l'étendue des mers, poussé par des centaines de pêcheurs de baleines, plantés là-haut, à guetter haut dans les airs à la pointe des mâts. Mais il y avait peu de poumons capables de lancer le vieil appel accoutumé avec une cadence aussi merveilleuse que celle de Tashtego l'Indien. Tel qu'il se tenait là, planant au-dessus de nous, mi-suspendu en l'air, épiant tout le tour de l'horizon avec une ardeur si sauvage, on eût pu le prendre pour quelque prophète ou visionnaire contemplant les ombres du destin,
et annonçant leur venue par ses cris sauvages. « Elle souffle, là, 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 elle souffle, souffle, souffle !»« Où donc ?»« En travers, sous le pont, à 2000 à peu près. Toute une troupe. » Instantanément, tout le monde se mit en branle. Le cachalot souffle comme l'horloge fait tic-tac, avec la même régularité. C'est ainsi que les baleiniers distinguent cet animal des autres tribus de même espèce. « On voit les queues !» fit le cri de Tacheteau, tandis que les cachalots disparaissaient. « Vite, Stewart !» cria Achab. « L'heure !» Doug Boy courut sous le pont, regarda la montre et revint donner l'heure exacte à Achab. Le navire fut laissé sous le vent, et il roulait doucement en avançant. Du moment que Tacheteau avait signalé que les cétacés avaient piqué, la tête tournée droite au vent, nous nous attendions à les voir bientôt réapparaître à l'avant. Car c'est la ruse singulière dont use le cachalot. Plongeant la tête dans une direction, il tourne sur lui-même une fois sous les eaux et nage rapidement dans une direction opposée. Cette astuce, donc, ne devait pas être employée à ce moment-là. Il n'y avait aucune raison de supposer que les cachalots vus par Tacheteau aient été alertés de quelque façon, ou même qu'ils se doutassent de notre voisinage. Un des hommes chargés de garder le navire, c'est-à-dire un de ceux qui n'étaient pas désignés pour les baleinières, alla remplacer l'Indien au nid de pie. Les matelots des mâts de misaine et d'artimon étaient descendus. Les palans furent déroulés, les bossoirs tournés, on masqua la grande vergue, et les 3 embarcations se balancèrent au-dessus de l'eau comme 3 touffes de fenouil marin au-dessus des hautes falaises. Du côté extérieur du pavois, les matelots impatients s'accrochaient d'une main à la lisse, le pied posé sur le plat-bord, comme une longue rangée de marins d'un navire de guerre prêt pour l'abordage. Mais à ce moment critique, on entendit une exclamation soudaine qui détacha tous les yeux du cachalot. Et sursautant, chacun regarda vivement le sombre Achab. Il était entouré de 5 sombres fantômes qui semblaient tout fraîchement nés de l'air. Le premier branle-bas. Ces fantômes, car alors ils semblaient tels, volèrent de l'autre côté du pont et avec une célérité silencieuse, larguèrent les palans et les saisines de la baleinière qui se balançait là. Cette baleinière avait toujours été considérée comme embarcation de rechange, bien que techniquement appelée baleinière du capitaine, parce qu'elle se trouvait à tribord arrière. Le personnage qui se tenait maintenant à la proue était grand et basané, avec une dent blanche qui saillait méchamment hors de ses lèvres d'acier. Une tunique chinoise en coton d'un noir funèbre, toute froissée, le revêtait ainsi qu'un large pantalon de la même sombre étoffe. Mais un turban d'une blancheur étincelante couronnait étrangement cette figure d'ébène. C'étaient ses cheveux tressés et enroulés plusieurs fois autour de sa tête. Moins basanés, les compagnons de ce personnage avaient le teint plus vif, de cette couleur jaune tigre particulière aux indigènes de Manille. Race célèbre pour sa subtilité quasi diabolique, et que certains naïfs matelots blancs croient être des espions et des agents confidentiels du diable, dont ils supposent le bureau quelque part. Tandis que l'équipage, surpris, fixait encore les étrangers, Achab cria au vieillard enturbané qui les dirigeait. « Tout est paré, Fedallah ?» Paré fut la réponse à demi sifflée. « Les canots à la mer, alors. Vous m'entendez ?» hurla-t-il à travers le pont. « J'ai dit les canots à la mer, là-bas. » Tel était le tonnerre de sa voix que, malgré leur stupéfaction, les hommes enjambèrent la lisse, les réas tournèrent dans les poulies. Avec un plouf, les 3 baleinières touchèrent l'eau, tandis que les marins, avec une adresse téméraire insouciante, ignorés de tout autre métier, sautaient comme des chèvres dans les embarcations ballottées. À peine avait-il ramé sous le vent du navire qu'une 4e coque, venant du côté du vent, apparut sous la poupe, montrant les 4 étrangers ramant près d'Achab, qui, installé à l'arrière, le dos raide, cria d'une voix forte à Starbuck, à Stubb et à Flask de s'écarter largement les uns des autres, afin de couvrir une plus grande étendue d'eau. Mais les occupants des autres embarcations, les yeux fixés sur le noir Fedallah et sur ses compagnons, n'obéirent pas tout de suite au commandant. « Capitaine Achab, dit Starbuck. « Déployez-vous, répéta Achab.
cédez par tous les 4 canots. Toi, Flasque, nage plus près du vent. Bon, bon, sœur, répondit gaiement le petit second, tirant fort sur ses avirons de queue. Laissez courir, ordonna-t-il en s'adressant à son équipage. Là, va encore. Elle souffle devant nous, les gars. Laissez courir. Ne faites pas attention à ces types jaunes, Archie. Or, je m'en balance, sœur. Je savais déjà tout ça, dit Archie. Ne les avais-je pas entendus dans la cale? J'en avais même parlé à Cabaco. Hein, Cabaco? Ce sont des resquilleurs, pas, monsieur Flasque? Nagez, nagez, mes jolis cœurs, nagez, mes enfants, nagez, mes petits, soupirait Stubb d'une voix douce et lente aux hommes de son équipage, dont certains montraient encore quelques signes d'inquiétude. Pourquoi ne pas vous rompre les chines, mes gars? Qu'est-ce que vous regardez si fixement? Ces types dans le canot? Bast, ce sont seulement 5 aides venus en renfort. Peu vous importe d'où ils sortent. Plus on est, plus on rigole. Nagez, voyons, nagez, tant pis pour le soufre. Les diables sont d'assez bons bougres. Bon, ça va. Voilà un coup de rame qui vaut 1000 livres. En voilà un qui balaye la mise. Hurrah pour la coupe d'or d'huile de cachalot, mes vainqueurs. 3 hurrahs, mes bons hommes, mes cœurs vivants. Doucement, doucement, ne soyez pas si pressés. Cassez vos avirons, vauriens. Mordez donc un peu, chien. Voilà, voilà. Voilà, doucement, doucement, comme ça. C'est long, long et fort. Cédez là-bas, cédez. Le diable vous emporte. Voyous de rien du tout. Vous dormez tous. Assez ronflés, espèce d'endormis. Et nagez. Nagez, je vous dis. Nagez et vous aurez des goujons et du gâteau au gingembre. Nagez, cassez-vous quelque chose. Faites-vous sortir les yeux de la tête, na. Il tirait d'un geste brusque un couteau aiguisé de sa ceinture. Que chaque fils de sa mère sorte un couteau et nage, avec la lame entre les dents. C'est ça, ça va. Enfin, vous faites quelque chose qui a l'air de quelque chose, mes muscles d'acier. Mettez-moi ça en route, mes cuillères d'argent. Mettez ça en route, mes épissoirs. Tout le monologue de Stubb aux hommes de son équipage est ici donné parce qu'il avait une façon spéciale de leur parler pour leur inculquer la religion de la rame. Mais il ne faut pas supposer, d'après ce spécimen de ses sermons, qu'il lui arrivait de se mettre en colère contre ces hommes. Il disait à son équipage les choses les plus terribles sur un ton où la blague et la fureur se mélangeaient étrangement. Sa fureur semblait calculée pour renforcer la blague, tant et si bien qu'aucun rameur ne pouvait entendre des invocations si étranges sans ramer comme si sa vie en dépendait, et en même temps, il ramait rien que pour la blague. En plus, Stubb avait l'air à la fois si indolent et à l'aise. Il manœuvrait son aviron guide d'un air si détaché et bâillait si souvent, la bouche grande ouverte parfois, que par simple force de contraste, la vue de ce supérieur bâillant agissait comme un charme sur l'équipage. Ceci encore. Stubb était un de ces humoristes dont la gaieté est si curieusement ambiguë que, toujours, leurs inférieurs se tiennent sur leur garde quand il s'agit de leur obéir. Sur un commandement d'Accab, Starbuck avançait en oblique pour croiser l'avant de Stubb, et pendant 1 ou 2 minutes, les 2 canots furent assez près l'un de l'autre. « Stubb, alors ?» Et là le second. « Monsieur Starbuck, ohé, le canot à bâbord. Un mot avec vous, sœur, s'il vous plaît. »« Hello !» répondit Starbuck sans se retourner d'un pouce, et tout en continuant à presser son équipage, son visage obstinément détourné de Stubb. Que pensez-vous de ces types jaunes, sœur? Embarquez clandestinement de toute façon avant de lever l'ancre. Souquez, les gars, souquez ferme. Ceci dit à voix basse à son équipage, puis parlant fort de nouveau. Une sale affaire, monsieur Stubb. Chauffez, les gars, chauffez. Mais tant pis, monsieur Stubb, faisons de notre mieux. Que votre équipage nage fort et advienne que pourra. Sautez, mes gars, sautez. Il y a des barils d'huile de cachalot devant nous. Monsieur Stubb, c'est pour ça qu'on est ici. Poussez, mes gars. L'huile, c'est notre boulot. Ça, au moins, c'est le devoir. Devoir et profit, main dans la main. Oui, j'en étais sûr, se dit Stubb à lui-même, quand les canots se séparèrent. Dès que mes yeux sont tombés sur eux, je l'ai pensé. Oui, c'est pour ça qu'ils allaient si souvent à la cale, comme Doug Boy le soupçonnait depuis longtemps. Ils étaient cachés en bas. La baleine blanche est au fond de cette histoire. Eh bien, ainsi soit-il. Il n'y a rien à faire. Ça va, avancez, mes gaillards. Ce n'est pas à la baleine blanche que nous avons affaire aujourd'hui. En avant.
Or, l'arrivée de ces étrangers extraordinaires à un moment aussi critique que celui où l'on mettait les canots à la mer avait naturellement éveillé une surprise superstitieuse chez quelques-uns de l'équipage. Mais la découverte qu'Archie avait cru avoir faite quelque temps auparavant s'était répandue, et bien qu'il n'y ait pas cru sur le moment, cela les avait un peu préparés à l'événement. Leur surprise s'en trouvait un peu amortie, et grâce à la façon dont Stubb avait expliqué leur présence, ils étaient pour l'instant un peu affranchis de leurs suppositions superstitieuses. Cependant, l'affaire laissait de la marge à toutes sortes de conjectures quant au rôle précis joué par le sombre Achab au début de l'affaire. Dans mon fort intérieur, je me rappelais les ombres mystérieuses que j'avais cru voir grimper sournoisement à bord du Pécode dans la pénombre de l'aube, à Nantucket, ainsi que les énigmes du mystérieux Élie. Pendant ce temps, Achab, hors de la portée de la voix de ses officiers, car il s'était dirigé le plus loin possible au vent, continuait à tenir la tête des autres baleinières, ce qui prouvait la force de son équipage. Ces créatures jaunes tigres semblaient tout acier et baleines. Tels 5 marteaux-pilons, ils se levaient et se baissaient à coups puissants et cadencés qui, régulièrement, projetaient le canot hors de l'eau, comme la chaudière d'un bateau à vapeur du Mississippi. Quant à Fedallah, qui maniait l'aviron de harponneur, il avait enlevé sa tunique noire et montrait sa poitrine nue par-dessus le plat-bord. Sa silhouette se découpait clairement contre les ondulations mouvantes de l'horizon liquide, tandis que, à l'autre bout de l'embarcation, un bras rejeté en arrière, tel un escrimeur, comme pour contrebalancer toute tendance à perdre l'équilibre, Achab gouvernait l'aviron de queue aussi fermement qu'il l'avait fait des milliers de fois avant que la baleine blanche l'ait mutilé. Tout à coup, le bras étendu fit un mouvement particulier et demeura fixe tandis que les 5 avirons du canot s'inclinaient simultanément. Le canot et les hommes restèrent immobiles sur l'eau. Aussitôt, les 3 embarcations déployées à l'arrière stoppèrent. Les cachalots avaient plongé dans l'eau bleue sans que leur mouvement pût être aperçu à distance. Mais Achab, étant plus près, l'avait observé. « Que chaque rameur ait l'œil sur ses avirons !» cria Starbuck. « Toi, Kikeg, debout !» Sautant lestement sur son haut poste triangulaire de l'avant, le sauvage s'y tint droit et, les yeux pleins d'une intense avidité, fixa l'endroit où la chasse se trouvait circonscrite. De même, à l'arrière du canot, on put voir Starbuck debout, se balançant adroitement et froidement dans les secousses de sa coquille de noix et regardant silencieusement le vaste œil bleu de la mer. Non loin de là, le bateau de Flask était aussi sans mouvement. Son chef se tenait témérairement debout sur une sorte de grosse poutre enracinée dans la quille et s'élevant à quelques pieds au-dessus de la plateforme arrière. Elle sert à enrouler les bouts du filin. Elle n'était pas plus large au sommet que la paume d'une main d'homme. Debout sur cette base, Flask semblait perché à la tête du mât de quelques vaisseaux submergés jusqu'aux pommes. Mais si le petit second était court et trapu, il était plein aussi d'une haute ambition, de sorte que cet emplacement ne le satisfaisait nullement. « Je n'y vois pas à 3 lames. Passez-moi une rame là-bas, que je monte dessus. » Dago, alors, prenant le plat-bord de chaque main, se glissa rapidement à l'arrière et, se redressant, lui offrit ses hautes épaules comme piédestal. « Une tête de mât aussi bonne qu'une autre, sœur. Voulez-vous monte ? Et comment ? Merci beaucoup, mon brave. Seulement, j'aurais aimé que vous ayez 50 pieds de plus. » Là-dessus, s'arc-boutant fermement contre les 2 planches qui lui faisaient face, le gigantesque noir, se courbant un peu, présenta sa paume au pied de Flask, mit la main de Flask sur sa tête funèbrement emplumée et lui dit de sauter, en même temps que, d'un coup adroit, il lançait le petit homme sur ses épaules sûres. Flask était debout maintenant. Le bras levé de Dago le soutenait et lui servait d'accoudoir. En tout temps, c'est toujours une merveilleuse chose à voir pour un novice que l'adresse habituelle, et comme inconsciente avec laquelle le baleinier se tient debout dans son canot, quelque ballotté qu'il soit par une mer traîtresse et par des courants contrariés. Et plus encore de le voir penché sur la bûche en ces mêmes circonstances. Mais voir le petit Flask monter sur le gigantesque Dago était plus curieux que tout, car, froid, indifférent,
À l'aise, inconcevable de majesté barbare, le corps du noble nègre roulait, splendide et harmonieux, avec le même roulis que la mer. Sur son large dos, Flasque, aux cheveux de lin, semblait un flocon de neige. Le cavalier avait moins de noblesse que sa monture. Vif, agité, ostentatoire, le petit Flasque, de temps en temps, frappait du pied d'impatience. Mais la poitrine seigneuriale du nègre ne se soulevait pas une fois de plus pour ça. Ainsi, j'ai vu la passion et la vanité fouler aux pieds la terre vivante et magnanime sans que soit changé le cours de ses marées et de ses saisons. Cependant, Stubb ne montrait nullement la même ardeur à voir au loin. Les cachalots avaient pu faire un de leurs plongeons réguliers et non pas avoir piqué bas rien que par peur. Et en ce cas, Stubb, comme d'ordinaire, se consolait de l'attente habituelle avec sa pipe. Il la retira du ruban de son chapeau, où il la tenait toujours piquée de travers, comme une plume. Il la bourra, serrant le tabac avec son pouce, mais à peine avait-il frotté son allumette sur le rude papier sable de sa paume que Tachetegaud, son harponneur, dont les yeux, comme deux étoiles fixes, étaient dirigés du côté au vent, tomba en éclair de son poste en criant avec frénésie. « En bas tous, et allez-y, les voilà !» Pour un terrien, aucun cachalot, pas plus qu'un hareng, n'aurait été visible. Rien qu'un petit lambeau d'eau verdâtre, un peu trouble, où flottaient de minces vapeurs éparpillées qui, peu à peu, allaient du côté sous le vent, comme l'écume échevelée de lames blanches. Alentour, l'air vibrait et sonnait, pour ainsi dire, comme au-dessus de plaques de fer trop chauffées. Sous ces ondes et ces volutes atmosphériques, et en partie aussi sous une mince couche d'eau, les cachalots nageaient. En tête de tous les autres signes, les bouffées de vapeur qu'ils soufflaient semblaient être leur léger message avant-coureur. Les 4 baleinières poursuivaient maintenant avec ardeur ce morceau d'air et d'eau trouble, mais ils s'obstinaient à les devancer. Ils volaient de l'avant rapidement, telle la masse des bulles entremêlées d'un torrent descendant des collines. « Ramez, ramez, mes bons gars !» chuchota Starbuck très bas, mais sur un ton pénétré, à ses hommes, tandis que son regard aigu et fixe s'élançait droit par-delà la proue, comme 2 aiguilles infaillibles du compas de l'habitacle. Il ne disait pas grand-chose à son équipage qui, lui non plus, ne parlait pas. Seulement, le silence était parfois rompu par des chuchotements spéciaux, parfois d'ordre rauque et parfois, comme maintenant, sur un ton de douce supplication. Il n'en allait pas de même avec le petit Flasque. « Parlez, dites quelque chose, mes braves. Gueulez, nagez, mes tonnerres. Débarquez-moi sur leur dos noir, les gars. Si vous faites ça pour moi, je vous cède ma plantation de Martha Vignard, les gars. Et la femme et les enfants avec, les gars. Allez-y, allez-y. Oh, Seigneur, Seigneur, je vais devenir fou furieux. Regardez cette eau blanche. » Hurlant ainsi, il tira le chapeau de sa tête, le piétina et l'envoya loin en mer. Finalement, il se mit à faire des cabrioles à l'arrière du canot, comme un poulain fou de la prairie. « Regardez ce type maintenant, » dit Stubb d'une voix traînante, sa courte pipe pas allumée entre ses dents. « Il a des attaques, ce Flasque. Oui, des attaques. Mais foutez-lui-en des attaques. Voilà la vérité. Un vieux coup d'attaque. Allez-y gaiement, mes jolis cœurs. Du pudding à souper soir, vous savez. Gaiement que je vous dis. Tirez, mes bébés, tirez, mes nourrissons, tirez tous. Allez, doucement, doucement, je dis. Vous m'entendez? Crevez-vous le foie et les poumons. » Mais ce que le mystérieux Achab dit à son équipage de couleur, il est mieux de ne pas le répéter ici, car vous vivez dans la lumière sainte de la terre, évangélique. Seuls les requins infidèles des mers mauvaises peuvent entendre les mots que prononçait Achab quand, le front orageux, les yeux rouges de meurtre, les lèvres collées de bave, il poursuivait sa proie. Cependant, les embarcations allaient à toute allure. Les allusions renouvelées de Flasque au sujet de cette baleine, comme il l'appelait, ces allusions étaient parfois si vives et réalistes qu'un ou deux de ces hommes jetèrent un regard rapide et peureux vers l'arrière. Ce qui est contre toutes les règles, car les rameurs doivent éteindre leurs yeux et se river le cou. L'usage voulant, dans ces moments critiques, qu'il ne possédât d'autres organes que les oreilles et d'autres membres que les bras. C'était un spectacle fait pour inspirer l'étonnement et l'admiration.
Les grandes houles de la mer omnipotente, son ululement sourd, tandis que les lames roulaient le long des plabords, comme les boules gigantesques d'un jeu de boules sans bornes. La brève attente angoissée de la baleinière, quand il se trouvait un instant à la crête d'une lame aiguë qui paraissait vouloir la couper en deux, puis le brusque plongeon au fond des creux et des vallées de l'eau. Les coups d'éperon et d'aiguillon pour gagner le sommet de la colline opposée, la glissade à pic sur son autre versant, tout ça avec les cris des vigies et des harponneurs et le halètement des rameurs, et la vue merveilleuse du pécote d'ivoire qui arrivait sur ses baleinières, toute voile dehors, telle une poule sauvage vers sa couvée piaillante, tout ça était follement émouvant. Ni la nouvelle recrue passant de l'étreinte de sa femme à la fièvre de sa première bataille, ni l'âme de l'homme mort rencontrant la première ombre dans l'autre monde, ni l'un ni l'autre ne peuvent éprouver des émotions plus étranges et plus fortes que celles de l'homme qui, pour la première fois, se trouve en train de ramer dans le cercle enchanté et baratté du cachalot pourchassé. L'eau blanche tourbillonnante produite par la poursuite devenait de plus en plus visible à cause de l'obscurité croissante que projetaient sur la mer les ombres des nuages noirs. Les jets de vapeur ne se mélangeaient plus, mais se dispersaient partout à droite et à gauche. Les cachalots avaient l'air de séparer leur sillage. Les embarcations s'écartèrent davantage. Starbuck se mit à pourchasser 3 cachalots qui piquaient droit sous le vent. Nous établîmes notre voile, et, poussée par le vent, qui augmentait toujours, notre embarcation filait à toute allure. Elle atteignit bientôt une si folle vitesse qu'il fallut manœuvrer les avirons assez rapidement pour ne pas les voir se briser à l'endroit des tolets. Bientôt nous voguâmes à travers une vaste voile de brouillard. On ne voyait plus ni le vaisseau ni les autres canots. « Sous qui encore, mes gaillards ?» murmura Starbuck, tordant les coudes de sa voile. « On a le temps d'en tuer une avant l'arrivée du grain. Voici encore de l'eau blanche, tout près. Faites vite. » Peu après, 2 cris vifs se succédant de chaque côté de nous indiquèrent que les autres canots approchaient. Mais à peine les avions-nous entendus que, comme un éclair, dans un murmure, Starbuck dit « Debout !» Kikeg, le harpon à la main, sauta sur ses pieds. Bien qu'aucun des rameurs ne pût voir de face le péril mortel qui se trouvait si près, ils savaient cependant par leurs yeux fixes et par la physionomie tendue du second que l'instant critique était venu. Ils entendaient un bruit énorme, comme si 50 éléphants se vautraient sur leur litière. Cependant, notre baleinière taillait sa route à travers le brouillard, malgré les vagues qui déferlaient et sifflaient autour de nous, semblables à des têtes dressées de serpents en furie. « Voici sa bosse, là, là, donne-lui-en !» murmura Starbuck. Un sifflement bref jaillit du bateau. C'était le dard de fer de Kikeg. Alors, de l'arrière, vint une commotion, une poussée invisible, tandis que l'avant du bateau semblait heurter un écueil. La voile s'affaissa avec bruit, un jet de vapeur brûlante fusa tout près, quelque chose comme un tremblement de terre roula et s'écroula au-dessous de nous. L'équipage se sentit à moitié suffoqué. Nous nous trouvâmes lancés pêle-mêle dans la blanche crème caillée du remous. Rafales, baleines et harpons s'étaient mêlés tous ensemble, et la baleine, à peine effleurée par le fer, échappa. Bien qu'entièrement submergée, la baleinière n'était presque pas endommagée. Nageant alentour, nous repêchâmes les avirons qui flottaient, et après les avoir passés par-dessus le plat-bord, nous reprîmes nos places. Nous restions là, assis dans l'eau, jusqu'aux genoux, car l'eau atteignait la membrure et les planches, de sorte que l'embarcation suspendue au-dessus du gouffre paraissait, à nos yeux baissés, un bateau de corail sorti du fond de l'océan. Le vent commençait à hurler, les vagues entrechoquaient leurs boucliers, le grain rugissait, sautait, craquait autour de nous comme un feu blanc sur la prairie, un feu dans lequel nous brûlions sans être consumés, immortels dans la gueule même de la mort. Nous appelions en vain les autres canots. Autant valait hurler dans la cheminée d'une fournaise que de héler les bateaux dans un tel orage. Cependant, les nuages volants, l'écume et le brouillard devenaient encore plus noirs avec la nuit qui tombait. Il n'y avait aucun indice du vaisseau. La mer rageuse empêchait tous les essais que nous faisions pour écoper. Les rames inutiles étaient devenues appareils de sauvetage. Alors, coupant l'amarrage du barillet d'allumettes imperméables,
Starbuck réussit, après bien des échecs, à allumer la lampe de la lanterne. Puis, l'ayant accroché à une perche d'épave, il la tendit à Kikeg, qui devint porte-drapeau de notre dernier espoir en dressant cette bougie idiote au cœur de la désespérance. Il était là comme le signe d'un homme sans espoir, mais sans faiblesse, espérant au-dessus du désespoir. Transpercé et frissonnant, désespérant de revoir jamais navire ou embarcation, nous levâmes les yeux quand apparut l'aube. Le brouillard couvrait toujours la mer. La lanterne vide gisait déglinguée au fond du canot. Soudain, Kikeg se dressa et mit ses mains en cornet aux oreilles pour écouter. Nous entendîmes tous un faible craquement, comme un bruit de cordage et de vergue qu'aurait jusqu'ici étouffé la tempête. Le bruit se fit plus proche. Une grande forme confuse sépara vaguement l'épais brouillard. Épouvantés, nous sautâmes tous à la mer, car le vaisseau apparaissait dans toute sa grandeur, fonçait droit sur nous, à une distance qui ne dépassait guère sa longueur. Flottant sur les vagues, nous vîmes un instant la baleinière abandonnée, ballottée et béante sous la proue du navire, comme un copeau au bas d'une cascade. Puis la formidable coque roula par-dessus, et on ne vit plus le canot jusqu'au moment où il reparut à l'arrière à demi submergé. De nouveau, nous nageâmes dans sa direction et fûmes précipités contre lui par les flots. Puis, enfin, on nous recueillit sains et saufs. Quand la rafale nous était tombée dessus, les autres baleinières avaient lâché les poissons et avaient regagné à temps le vaisseau. Le Pécode avait perdu tout espoir de nous retrouver, mais il croisait, pensant tomber sur une rame, un harpon, quelques signes enfin de notre naufrage. La hyène. Quand l'homme prend l'univers entier comme une vaste blague, certains moments de cette affaire étrange et bigarrée que nous appelons la vie lui apparaissent terriblement cocasses, et, bien qu'il n'aperçoive que vaguement l'esprit de cette blague, et bien qu'il se doute qu'elle se fait à ses propres dépens, rien ne le décourage, rien ne lui semble valoir la peine d'une discussion. Il encaisse tous les événements, tous les credos, toutes les croyances, toutes les persuasions et toutes les choses, pour si dures à avaler qu'elles soient, comme une autruche qui peut digérer des cartouches et des pierres à fusil. Et quant aux petites difficultés et aux ennuis consécutifs à un désastre subi, intéressant ses membres et sa vie même. Tout cela, et la mort comprise, ne lui semble être que des effets malicieux de bonne humeur, des bourrades dans les côtes qui lui sont données par l'inexplicable et invisible vieux farceur. La sorte d'humeur fantasque dont je parle s'empare d'un homme seulement au moment extrême de la tribulation. Elle apparaît au beau milieu de son ardeur et fait que ce qui, l'instant d'avant, avait une énorme importance, lui semble tout à coup n'être qu'une partie de la farce. Il n'y a rien comme les périls de la chasse à la baleine pour faire naître ce genre de philosophie géniale et de désespoir sans façon. Et c'est ainsi que je commençais à considérer le voyage du Pécode et son but, la grande baleine blanche. « Kikeg, dis-je, quand, le dernier, il meurt repêché à bord et que je me secouais dans mon manteau pour me débarrasser de l'eau. Kikeg, mon bel ami, ça arrive souvent ce genre de choses ?» Sans beaucoup d'émoi, bien que trempé lui aussi, il me donna à entendre que c'était très fréquent. « Monsieur Stubb, dis-je en me tournant vers le bonhomme, qui, boutonné dans son manteau de taupe, était maintenant en train de fumer sa pipe dans la pluie. Monsieur Stubb, je crois vous avoir entendu dire que, de tous les baleiniers de votre connaissance, notre second, monsieur Starbuck, est de beaucoup le plus prudent et le plus soigneux. Je suppose alors que piquer droit sur une baleine en fuite, avec les voiles hissées en pleine rafale brumeuse, est, pour un chasseur de baleines, le comble de la prudence. Certes, j'ai mis les embarcations à l'eau pour les baleines d'un vaisseau qui faisait eau, dans un ouragan, tout près du Cap Horn. Monsieur Flasque, dis-je, m'adressant au petit second qui se trouvait non loin, vous avez de l'expérience dans ces choses, moi je n'en ai pas. Voulez-vous me dire, si c'est une loi invariable dans cette chasse, monsieur Flasque, qu'un rameur doive se rompre les vertèbres en s'élançant le dos le premier dans la gueule de la mort? Vous ne pouviez pas dire ça plus bref? Demanda Flasque. Oui, c'est la loi.
J'aimerais voir l'équipage d'une baleinière tirant à l'envers, la face vers la baleine. Ah ah! Rappelez-vous que la baleine rendrait mauvais œil. » Par ces 3 témoins impartiaux, j'avais donc un bon compte-rendu du cas tout entier. Considérant donc que les tempêtes, les naufrages et les bivouacs dans l'eau qui en sont la conséquence étaient des choses fréquentes dans ce genre de vie. Considérant qu'au moment suprêmement critique de piquer droit sur la baleine, je devais mettre ma vie entre les mains de celui qui commandait le canot, souvent un type qui, à ce moment précis, manque de faire chavirer l'embarcation par son impétuosité et ses piétinements frénétiques. Considérant que notre désastre particulier était surtout dû au fait que Starbuck s'était, en pleine rafale, dirigé tout droit sur la baleine. Et considérant que ce même Starbuck, à la baleinière duquel j'appartenais, était prudent comme personne, considérant finalement dans quelle chasse du diable j'étais engagé, considérant tout cela, je pensais qu'il ne restait plus qu'à descendre et à mettre grossièrement de l'ordre dans mes dernières volontés. « Kikek, dis-je, venez avec moi. Vous allez être à la fois mon notaire, mon exécuteur testamentaire et mon héritier. » Il peut sembler étrange que des hommes comme des marins s'amusent à ébaucher tout le temps leur testament, mais il n'y a personne au monde qui s'y complaise davantage. C'était la 4e fois que je le faisais au cours de ma vie nautique. Après l'accomplissement de cette cérémonie, je me sentais soulagé. Un poids de moins me pesait sur le cœur. Chaque jour que je vivrais, désormais, me serait aussi bon à vivre que ceux vécus par Lazare après sa résurrection. Tout me semblerait un supplément, un bénéfice net, jour, semaine, mois, selon je me survivais. Ma mort et mon enterrement étaient enfouis dans ma poitrine. Je regardais tout autour de moi avec tranquillité et contentement, comme si j'avais été un revenant calme, à conscience propre, assis à l'intérieur d'un confortable tombeau de famille. Voilà, pensais-je, tout en roulant sans y prendre garde, mes manches jusqu'au coude, en avant froidement vers la mort et la décomposition, et que le diable emporte le demeurant. Le canot et l'équipe d'Akab. Fedallah. « Qui l'eût pensé, Flasque ?» s'écria Stubb. « Moi, si je n'avais qu'une jambe, on ne m'attraperait pas à descendre en canotte à moins que ce soit pour boucher sa bonde avec mon pilon. »« Je ne trouve pas ça si étonnant au sujet de sa jambe, » répondit Flasque. « Ah, si elle était coupée à la hauteur de la hanche, ce serait une autre affaire. Ça le rendrait infirme. Mais il lui reste un genou, plus une bonne partie de l'autre, vous savez. » « Je ne savais pas ça, petit gars. Je ne l'ai encore jamais vu s'agenouiller. » Parmi les gens au courant de la chasse à la baleine, il a été souvent discuté s'il est bien, vu l'importance capitale de son existence pour le succès du voyage, qu'un capitaine risque sa vie en prenant une part active à la chasse. Ainsi, les soldats de Tamerlan disputèrent souvent, les larmes aux yeux, si l'inestimable vie de celui-ci devait être exposée au plus gros de la bataille. Avec Akab, la question prenait un autre aspect. S'il est admis qu'avec ses 2 jambes, l'homme n'est qu'un personnage clopinant au milieu de toutes sortes de dangers, s'il est admis aussi que la poursuite des baleines présente toujours de grandes difficultés et que chaque moment y comporte un péril pour chaque individu, on peut alors se demander s'il était sage qu'un homme infirme descende dans un canot de chasse. En tout cas, les propriétaires du Pécode devaient avoir pensé que non. Akab savait pertinemment que ses amis n'auraient pas trouvé à redire qu'il descende en canotte dans certaines circonstances bénignes de la chasse. Mais qu'il ait une embarcation à lui, dirigée par lui, pour y prendre part, surtout avec 5 hommes en plus de l'équipage régulier, Akab savait bien qu'une idée aussi généreuse n'aurait jamais pu entrer dans leur tête. Il ne les en avait donc pas sollicités et n'y avait même pas fait la moindre allusion. Seulement, il avait pris ses précautions. Jusqu'à ce que la découverte d'Archie se répande, les matelots ne s'étaient jamais doutés de rien. Et pourtant, quand on avait été assez loin du port, quand tout l'équipage, comme c'était l'usage, s'était mis à l'achèvement de l'équipement des baleinières, on avait pu voir peu après, de temps en temps, Akab occupé à faire des chevilles de ses propres mains et même à tailler ces petites brochettes qui se fichent dans la rainure de l'avant du canot pour laisser filer la ligne.
On avait pu voir tout ça, et aussi le soin particulier avec lequel il avait surveillé la doublure du bordage de son canot, qu'on croyait être un canot de rechange. On avait vu aussi avec quelle attention il avait surveillé la pose du boutoir à cuisse, comme on appelle parfois la pièce horizontale dans l'avant du bateau, qui sert à s'arc-bouter quand on lance le harpon. On l'avait vu souvent aussi se tenir debout dans ce canot, posant son unique genou contre ce boutoir, et avec un ciseau de menuisier, creuser un peu ici, aplanir un peu là. Et alors tout cela avait éveillé beaucoup d'intérêt et de curiosité. Mais presque tout le monde supposait que cette prévoyance particulière d'Achab avait pour but la chasse de Moby-Dick, puisqu'il avait déjà révélé son intention de poursuivre personnellement ce monstre, et personne ne soupçonnait que ce canot dût avoir un équipage privé. Or, en ce qui concerne cet équipage fantôme, la première surprise eut vite fait de décroître, car sur un baleinier, les émerveillements durent peu. Tant d'inexplicables éléments d'étranges nations surgissent des recoins et crassiers de la terre pour équiper ces hors-la-loi que sont les baleiniers. Ces vaisseaux ramassaient si souvent de si drôles de créatures perdues sur l'océan, ballottées sur des planches, des bouts d'épaves, des canottes, etc., que Belzébuth lui-même aurait pu grimper à bord et descendre à la cabine, faire un brin de causette avec le capitaine sans que, sur le gaillard d'avant, on s'en soit autrement ému. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les dits fantômes trouvèrent vite leur place parmi l'équipage. Cependant, Fedallah, l'homme au turban, resta à part et demeura un mystère jusqu'au bout. De quel monde sortait-il ? Par quel inexplicable lien se trouvait-il attaché à la fortune particulière d'Achab, au point de paraître avoir de l'influence sur lui et même de l'autorité ? Personne n'eût pu le dire. On ne pouvait rester indifférent à la vue de Fedallah. Il était une de ces créatures que les gens policés de la zone tempérée ne voient qu'en rêve, et encore très vaguement, mais qui apparaissent parfois dans les immuables communautés asiatiques. En particulier dans les îles orientales de l'est du continent. Terres isolées, immémoriales, intransformées qui, dans les temps modernes même, montrent des répliques du type primitif des premières générations, du temps où le souvenir du premier homme était encore présent, et que tous les hommes qui en descendaient, ne sachant d'où ils sortaient, se regardaient comme de vrais fantômes et demandaient au soleil et à la lune pourquoi et dans quel but ils avaient été créés. Encore que la Genèse dise que les anges épousèrent les filles des hommes et que, ajoutent les rabbis peu canoniques, les démons aussi se livrèrent à des amours terrestres.